Bonjour à toutes, à tous, bienvenue dans l'émission Parole technocritique, 4e samedi du mois sur Radio Fréquence Paris Pluriel. Donc c'est de 18h à 19h le 4e samedi sur la fréquence 106.3 FM. Aujourd'hui, nous avons plusieurs invités. Nous allons parler du thème de la musique et de l'intelligence artificielle. Et sur le plateau, il y a Laura. Bonjour Laura. Bonjour. David. Bonjour. Bonjour David. Patrick. Bonjour. Bonjour. Donc je vous laisse vous présenter chacun. Eh bien bonjour, je m'appelle Laura. Je suis pianiste, compositrice dans un trio qui s'intitule LDG et je suis aussi la fondatrice du collectif Réveillons-nous. Bonjour, je m'appelle David, j'officie auprès de Laura dans le trio LDG et je suis aussi cofondateur, on va dire, du collectif IA Réveillons-nous. Et tu es bassiste, c'est ça? Batteur, pardon. Bonjour, donc moi c'est Patrick, je sais pas dire ce que je suis, c'est épouvantable. Je suis un ancien de l'IA, je suis un musicien amateur. Et je suis un réveilleur. J'ai rejoint les deux précédents pour se réveiller ensemble. Merci beaucoup. Et à la technique, nous avons Olivier, Adrien, Serge, Blaise. Bonjour à tous et n'hésitez pas à intervenir. Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Voilà, donc on est au complet. On attend peut-être Maria qui va peut-être arriver. Alors, j'aimerais commencer, donc moi je suis Leïla, j'aimerais commencer cette émission en citant quelqu'un. Vous allez me dire si vous reconnaissez, c'est assez célèbre, mais en général on ne dit qu'une phrase, et moi je vais essayer de dire tout le paragraphe parce que c'est important pour notre sujet aujourd'hui. Alors, ça commence comme ça, du latin, attention. Fiat ars pereat mundus, dit la théorie totalitaire de l'État, qui, de l'aveu de Marinetti, attend de la guerre la saturation artistique de la perception transformée par la technique. C'est apparemment là le parachèvement de l'art pour l'art. L'humanité, qui jadis avec Homère avait été l'objet de contemplation pour les dieux olympiens, l'est maintenant devenue pour elle-même. Son aliénation d'elle-même par elle-même a atteint ce degré qui lui fait vivre sa propre destruction comme une sensation esthétique de tout premier ordre. Voilà où en est l'esthétisation de la politique perpétrée par les doctrines totalitaires. Les forces constructives de l'humanité y répondent par la politisation de l'art. Alors, ça vous dit quelque chose? Vous avez reconnu? Non. Alors, je vous révèle, voilà, c'est la fin de l'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique de Walter Benjamin. Donc il écrit ça en référence au futurisme et Marinetti c'est un grand futuriste qui avait pris cette devise de que l'art se fasse au détriment du monde, que le monde périsse. Voilà. Et ça date de? Ça date, j'ai pas pris la date, mais je pense des années 30, 40. 1930. Oui, 1930. voilà. Ah, quelqu'un connaît la date en technique? C'est ça, c'est dans les années 30. Benjamin et Marinetti, c'est un petit peu avant. Ce serait peut-être bien que tu expliques ce courant, les marinettistes et genre accélérationniste, quoi, en fait. Oui, alors je suis pas très calée en la matière. Moi, ce qui m'a surtout interpellée, c'est le fait que l'art prenne le dessus sur le réel, le monde. Dans l'accélérationnisme, c'est plutôt un courant d'aujourd'hui, je crois. Enfin, peut-être que vous pourrez me compléter là-dessus. C'est des gens qui prétendent que plus on va vite et plus c'est bénéfique à l'humanité. Alors ils n'hésitent pas à faire des dégâts dans leur avancée vers le progrès, mais c'est prétendre que il faut toujours aller plus vite. Enfin, c'est assez compréhensible, quoi. Voilà, moi c'est pas une citation pour aller dans la complexité, mais juste pour essayer de comprendre ce qui se joue aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Alors dans le domaine de la musique, mais pas que. Peut-être qu'on peut parler de la musique, de l'art et aussi de la société en général, parce que ça touche tout le monde, l'IA. C'est d'ailleurs ce que veut montrer le collectif Réveillons-nous, il me semble. Oui, tout à fait. Alors peut-être pour faire
une petite chronologie du pourquoi et du comment on a créé ce collectif. Donc à la base, moi je suis musicienne, pianiste, compositrice, et je n'y connaissais rien en IA. Je ne savais pas ce que c'était, je ne savais pas comment ça fonctionnait. La seule chose que je savais, c'est que c'était pas forcément quelque chose qui m'intéressait, notamment dans le domaine de la culture, parce que tout ce que je voyais être produit par l'IA générative ne me semblait pas d'une grande qualité, en tout cas jusqu'à présent. Et en février dernier, février 2026, Davy et moi-même avons vécu un choc, un très fort choc. On s'est pris le mur technologique dans le visage pour essayer de rester courtois. Et on s'est rendu compte que la technologie de l'IA générative était très 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 avancée dans le domaine de la culture. Donc pour expliciter ça, ce qui s'est passé, c'est que nous sommes rendus compte que nous ne pouvons plus maintenant faire la différence entre l'art généré par le robot et l'art produit par le travail humain. Ah, c'est très perturbant. C'est effectivement très perturbant. Est-ce que tu veux, Leïla, que je détaille notre expérience maintenant ou plutôt qu'on attende un peu plus tard? Oui, tu peux peut-être rentrer un peu plus dans le détail et puis on va tous réagir parce que ça nous touche énormément. Comment vous en êtes rendu compte? Alors, ce qui s'est passé, c'est que donc Davy et moi, on est musiciens professionnels, on accompagne d'autres artistes. Donc moi en tant que pianiste, Davy en tant que batteur. Notre bassiste aussi participe à plusieurs projets et on a un ami aussi guitariste qu'on fréquente très régulièrement. Il se trouve qu'en février, un producteur et une chanteuse cherchaient à auditionner des instrumentistes pour défendre leur composition en concert. C'était notre bassiste, Gérard Antoine, qui nous a parlé de ce projet dans lequel il était déjà. Et nous, on était potentiellement intéressés pour défendre ces compositions qu'on avait écoutées au préalable sur scène, parce qu'on trouvait qu'il y avait un potentiel sympathique. C'était une esthétique blues, rock, un peu un peu roots quoi, et ça nous semblait intéressant de s'associer à ce projet. On a passé l'audition. La chanteuse savait chanter. Tout se passait bien, le feeling est plutôt bien passé. Et on s'est rendu compte, a posteriori, que ce qu'il nous avait envoyé comme maquette, c'est-à-dire que les morceaux sur lesquels on avait travaillé, c'était de l'IA. Ah, wow. C'était de l'IA générative. Comment on s'en est rendu compte? Eh bien, ce qu'il nous avait envoyé en amont étaient des fichiers audio. Et nous, en tant qu'instrumentistes, on les reçoit, on travaille dessus, mais aussi ils nous ont envoyé ce qu'on appelle le multipiste, c'est-à-dire que c'est les instruments piste par piste. Donc ils sont séparés en fait les instruments. Donc moi, en tant que pianiste, par exemple, je vais écouter seulement la piste piano. Davy, il va écouter seulement la piste batterie, notre bassiste seulement la piste basse. On peut aussi séparer les voix, etc., etc. Et avec une écoute, on va dire assez approfondie. En tant qu'être humain qui avons un certain savoir-faire et des connaissances, on va dire, musicales, on s'est chacun dans notre côté rendu compte qu'il y avait ce qu'on va appeler des aberrations, peut-être, des choses qui intuitivement nous semblaient très étranges en tant qu'être humain quand on regardait, quand on écoutait ce qui était en train de se passer. Donc moi, en tant que pianiste, surtout ce qu'il faut dire, c'est qu'il y avait par exemple des riffs de guitare qui n'étaient pas guitaristiques. C'est-à-dire que l'IA reproduit un son de riff de guitare. Mais quand le guitariste veut le jouer, il y a les doigts, ils se placent pas naturellement, donc ça veut dire que il y a un truc, on se dit ça peut pas sonner comme ça avec cette position par rapport au diapason de la guitare. C'est quelque chose qui n'existe pas. Voilà. Et par exemple, il y avait aussi des accords à 11 notes sur le piano. Il y avait aussi des tierces. Ah ouais. Il y a des tierces. Il y avait débat un moment pendant un quart d'heure. Alors moi, je suis que batteur, mais entre eux, c'était. Mais il y a une septième ou pas? Mais la tierce, elle est majeure ou mineure? C'est bizarre. Il y avait des aberrations notes, parce que l'IA, ne sachant pas ce qu'elle fait, elle reproduit statistiquement. Donc il y avait des trucs qui nous semblaient, tout simplement
pas humain. Et puis il y avait même des tenues de notes de chant qui nous on se disait c'est ok, c'est du montage. Ah ouais, non mais il y avait un truc, il y avait une note de chant qui durait 1 minute 30. Je veux dire, même Barbara Streisand et Céline Dion n'avaient qu'à bien se tenir. C'était assez, on s'est dit non mais là il y a des trucs. Voilà. Et c'est l'équivalent un peu de ce qu'on a dit sur les photos créées par IA, les images avec des personnes qui ont 11 doigts, voilà, qui ont 3 jambes. Les aberrations, les hallucinations peut-être. Je sais pas si c'est encore le terme. Je sais pas si tu peux intervenir là-dessus. Oui, là-dessus. En fait, les IA génératives, ça marche pas vraiment. Ça fait des trucs faux. Ça a pas. En fait, faux, c'est pas vraiment le terme parce qu'en fait, ça fait que des choses probables. Et donc, de tenir, je sais pas, la note 1 minute 30, c'est probable si quelqu'un a un truc spécial pour le faire. Et donc, ça s'est pas distingué le vrai du faux. Donc, un accord à 11 notes, c'est tout à fait possible. Et c'est le cas. Là, ouais. Mais c'est un des signes d'ailleurs pour détecter. Mais je tiens à préciser une chose, c'est que ces aberrations, elles étaient minimes. C'est-à-dire que ce qu'on nous avait montré de l'IA générative il y a 1 an, était vraiment d'une très pauvre qualité. Là, nous, on a dû tendre l'oreille en tant que musicien professionnel. On a dû vraiment, s'intéresser à la partition et à ce qu'on nous avait envoyé pour découvrir, on va dire, la supercherie. C'est-à-dire que l'accélération aussi de l'évolution de cette technologie est vraiment, pour le coup, je trouve exponentielle, au point où on peut maintenant berner en fait des musiciens professionnels si ils ne sont pas vraiment concentrés sur ce qu'ils ont, sur ce qu'ils auraient. Là, par exemple, ma partition de piano, personnellement, si je devais donner des pourcentages, je dirais que à 99%, ça passait, quoi. C'est crédible. Il y avait juste les petits 1% qui cumulaient avec ce qu'avait reçu le guitariste, ce qu'avait reçu, ce qu'on avait entendu de la voix, cumulé, ça faisait beaucoup trop de faisceaux d'indices qui nous pointaient vers l'IA générative plutôt que l'humain. Oui, d'accord. Et pour aller au bout de l'histoire, ouais. Parce que nous, bien sûr, le producteur et la chanteuse ne nous avaient pas dit que ce qu'ils nous avaient envoyé était de l'IA. Ils le savaient? Pardon? Ils le savaient? C'est-à-dire? Ils savaient que c'était de l'IA? Ah ben oui, parce que c'était eux qui nous avaient engagés pour leur projet. Donc nous, on avait quand même pas mal de doutes. Et on a essayé de leur faire avouer en fait qu'ils ont utilisé l'IA. Et ils ont avoué en disant oui, en effet, nous avons utilisé l'IA générative pour l'arrangement de nos morceaux. Mais les compositions sont humaines. Et alors, qu'est-ce que la différence? Tu peux peut-être expliquer pour les non-musiciens? C'est une très bonne question. Non, en vérité, c'est que à force de leur poser la question de qui avait composé, on se rendait compte que d'un point de vue production, purement là, c'est on va dire production, côté production, c'est-à-dire que nous, ce bassiste nous a présenté, on était en répète, et puis il met ces morceaux-là, et on écoute, oh putain, les riffs de blues sont sympas, la chanteuse a une sacrée voix et tout, on se dit, ah, c'est pas mal. Et puis il y a le côté quand même, les petites harmoniques qui sortent un peu de l'IA, mais moi à l'époque, je ne savais pas qu'on pouvait en promptant avoir un morceau de cette qualité-là en 30 secondes de réflexion de Suno, quoi, pour pas citer la marque. Ouais. C'est-à-dire que vraiment, je ne pensais pas que c'était à ce niveau-là, mais vraiment pas. J'en étais resté au pilotage MIDI, c'est-à-dire qu'on peut siffler, ça reconnaît que c'est de la voix, on peut changer, voilà, mais je pensais pas que c'était à ce niveau-là, ce qui fait qu'on avait ce doute de pourcentage d'utilisation de l'IA en tant qu'outil, comme, avec des gros guillemets que je simule par une petite gestuelle. Voilà, c'est le fait que c'est-à-dire que voilà, je me disais il y a peut-être un petit peu d'IA en tant qu'outil, mais voilà. Et puis quand on leur posait la question mais qui a composé les morceaux, ils nous disaient que c'était les gens, parce que cette chanteuse avait engagé une autre équipe avant nous, avec notre bassiste. Et notre bassiste nous avait dit je trouve que ça le fait pas, j'aimerais bien vous proposer vous, parce que ça sera mieux, ça sonnera mieux. Il a pensé à un autre guitariste, et on s'est dit avec cette équipe ce sera super. Et en plus ça nous paraissait vraiment sympa, des bons riffs de guitare et tout ça. On s'est dit ça va être cool de jouer cette musique. Ça existe encore une chanteuse qui fait du blues rock comme ça. Et en fait
on leur a demandé plusieurs fois, on leur a dit mais qui a composé? Ah bah c'est l'ancien guitariste, mais machin. Ça se perd un peu et ils dans les noyaient le mains poisson et on se disait mais c'est bizarre. Et le niveau de production était tel, c'est-à-dire que c'était déjà des morceaux qui, c'était pas des maquettes. C'est-à-dire que c'était très bien mixé, très bien masterisé, il y avait un gros son. C'est-à-dire que je me disais mais ils nous disaient c'est des musiciens professionnels qui enregistraient, et ils osaient pas nous dire. Et moi je me dis là vu le son de guitare, ça doit être un grand nom de la guitare. Ils ont dû le payer cher et il veut pas apparaître et machin. Non. C'est-à-dire que moi, je croyais que c'était ça. Mais du coup, c'est pour ça que ça expliquait ce silence de la part de la production. Et je me disais, mais c'est bizarre parce que ça sonne vraiment bien. Et puis surtout, il y avait des styles très, très, très disparates. C'est-à-dire qu'il y avait des morceaux qui ressemblaient à de la pop metal type Evanescence des années 2000, et il y avait un peu de tout. Il y avait même une chanson pop où elle se mettait à parler un peu en japonais. Il y avait même un accent activé. Il y avait des trucs pas cohérents. Mais moi, j'avais écouté que les 3 morceaux pour lesquels on avait répété et on devait travailler. Et puis voilà. Okay. Et en fait, c'est la veille d'une résidence où Laura me dit, attends, moi je rentre d'un autre travail. J'ai une autre travail en tant que technicien à côté. Et 23h, le lendemain, on part en résidence et j'arrive, je me mets au fourneau, je fais réchauffer un plat et elle sort son ordinateur, elle l'ouvre et elle dit tiens, écoute ça. Et je dis c'est le nouveau morceau, c'est un autre morceau de la dite chanteuse. Elle me dit non. Ça, je l'ai généré en imprompte. J'ai prompté ce que je pense qu'eux ont prompté, à peu près, point de vue stylistique. Et ça donnait la même chose, la même qualité, des super riffs et tout, des paroles cohérentes. Okay. Et là, je me suis dit, mais moi, je croyais que c'était son nouveau morceau. Et elle me dit non, j'ai prompté à peu près la même chose. Et voilà ce que ça donne. Et donc là, c'est comme si tout à coup, j'étais sorti de la Matrix, quoi. C'est-à-dire, je me suis dit, mais en fait, on en est à ce niveau-là. C'est-à-dire quand même des musiciens professionnels, ou même, en tout cas, simple, on ne peut pas faire la différence. Et surtout, le vrai vertige pour nous, c'est de se dire que si on avait été au bout du processus, et qu'imaginons, ils avaient, j'en sais rien, par quel miracle, on serait retrouvé à jouer ça au Zénith, et ils l'avaient dit à personne, tout le monde serait en train de chanter, de pleurer, de remuer un briquet ou de sortir son téléphone sur une musique qui a été créée. Alors c'est là qu'il y a la question philosophique qui vient, mais qui a été créée, en tout cas, pas par un être humain, pas par son inspiration, si ce n'est le prompt qu'il a fait, quoi. Et on devient, et c'est là que Laura va être d'accord avec moi, c'est-à-dire qu'on sert de caution humaine, c'est ça le terme on sert de caution humaine pour masquer l'utilisation de l'IA. C'est-à-dire qu'en fait, et là, je pense, moi, ce qui tient à cœur, c'est que les gens comprennent, c'est qu'à l'heure actuelle, vous allumez votre radio, vous allez écouter une chanson, si elle vous fait pleurer, vous ne pourrez pas savoir. Parce que elle a peut-être été reproduite par des humains. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont les moyens, au lieu d'écrire 10 chansons, ils en écrivent 50 dans la semaine, ils vont voir leur éditeur, leur producteur, ils font rejouer ça par des musiciens incroyables, et personne ne peut savoir que l'IA a été utilisée. C'est-à-dire que les watermarks ne servent à rien. Oui. On ne peut pas lutter contre ça. Attends, il faut qu'on explique certains termes, notamment watermark. Mais juste, moi, je voulais juste réagir en disant que ce que vous dites est énorme. C'est d'une complexité. Enfin, vraiment, par rapport à la citation de Benjamin du début, moi, il y a plein de choses dans votre témoignage qui est basé sur une expérience qui sont très difficiles à penser, quoi. Donc, on a besoin de réfléchir, de discuter ensemble là-dessus. Sous un angle vraiment technocritique. Du coup, est-ce que tu peux juste expliquer ce qu'est watermark et puis après on va peut-être rentrer dans les questions de fond. Alors les watermarks, c'est ce qu'essayent de mettre en place, c'est ce qu'ont déjà mis en place les techniciens, c'est-à-dire qu'ils mettent des fichiers audio, mais qui sont masqués, c'est-à-dire que d'un point de vue psychoacoustique, on ne l'entend pas nous dans la musique en tant qu'être humain, mais par contre la machine peut décoder, l'entend, en fait voit cette signature. Et permet aux entreprises type, enfin les gens les fournisseurs de musique sur Internet, je vais peut-être pas les citer, ils ont pas besoin de pub, mais voilà, en tout cas, eux ils peuvent détecter que l'IA a été utilisée si on a imposé dès la production ces petites watermarks qui sont inaudibles par l'oreille humaine. En français, c'est filigrane. Voilà, c'est ça, c'est filigrane. En fait, c'est une signature numérique, invisible, ou inaudible effectivement, qui permet de prouver l'antécédence en fait d'une œuvre qu'on regarde. Mais ou qu'on si écoute. On ne vend pas le fichier audio tel quel, c'est-à-dire que si on compose entre guillemets comme ça et qu'après on prend des musiciens et qu'on le refait,
de manière naturelle, on enregistre un instrument, ou même si on le reproduit, même de manière artificielle avec la musique électronique assistée par ordinateur, mais vraiment pilotée par des humains, personne ne saura jamais. Voilà, ça c'est ça on peut pas mettre un filigrane sur un texte. On lit un livre, on peut pas savoir si c'est l'humain qui l'a écrit ou pas. Et dans son témoignage, en fait, tu parles un peu de ce qu'on appelle dans la détection, je crois, des contenus générés par l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle un faisceau de preuves, c'est-à-dire tout un ensemble de choses qui permettent de supposer une intervention avec l'IA. Parce que c'est pas l'IA qui intervient toute seule. De toute façon, elle est toujours manipulée par quelqu'un avec une intention derrière. Hein. Mais en tout cas, il est jamais possible de prouver sans aucun doute. En fait, on ne peut pas apporter de preuves vraiment irréfutables. C'est le problème de la réfutabilité. Oui, c'est infalsifiable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prouver l'inutilisation de quelque chose. Oui. La seule manière de prouver, c'est que, par exemple, nous, en tant que musiciens, on a des plannings, on a des rendez-vous de répétition, on peut montrer les factures de location de studio, on peut montrer nos carnets de gribouillage des paroles, mais si on fait ça, ça veut dire qu'on perd le côté un peu de, comment dire, quand on aime les artistes, on aime Magique. Bien le mystère aussi, la magie. Alors, nous, on militerait on a eu l'idée pendant un moment, de monter un label type label de qualité au sens juridique, comme un label rouge, label bio, label tout ça, où on s'était dit dans ce cas-là on peut auditionner les groupes sous forme d'audit, c'est de dire vous venez au label et puis vous nous montrez tout votre processus de création et nous en tant que musiciens spécialistes professionnels on peut donner un avis et dire oui là la personne elle m'explique comment elle a écrit cette chanson, pourquoi elle a utilisé tel accord, tel degré, tel machin, telle gamme, tel truc. Et si elle sait le faire comme ça et m'expliquer, ça veut dire qu'elle a pas besoin de l'IA. Donc, je veux dire, mais il faut que tu aies la personne en face de toi. C'est tout un audit à faire et tout ça, c'est un coût et tout ça. Alors, on avait pensé à faire un label. Après, on s'est dit peut-être le faire sous forme participative ou peut-être parce que ça devient un coût supplémentaire pour les artistes. Enfin, de temps, d'investissement. Et on s'est dit peut-être faire un truc participatif, c'est-à-dire qu'un groupe check un groupe qui check un autre groupe ou voilà, mais tout ça devient très 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 compliqué et surtout, c'est encore une fois, les grosses productions auront les moyens de se payer un audit, même si ça coûte 10 000 euros, de dire on fait venir ce groupe qui vient auditer pour vérifier, mais ça deviendra encore une charge supplémentaire pour les artistes honnêtes et les artistes entre guillemets malhonnêtes, parce que je veux pas forcément faire un jugement de valeur sur l'utilisation de l'IA, parce que c'est pas forcément mon but. Mon but, c'est d'informer les gens et voilà, c'est ça. Mais du coup, cette idée de label, même si elle me semble possible, ne me semble pas souhaitable dans l'économie de la production culturelle et artistique, en tout cas en France et même dans le monde d'ailleurs. Oui, ce que tu dis sur le label, ça me fait penser aux producteurs bio, dont un certain nombre ne sont plus bio, alors qu'ils sont bio. Oui, je pense. Parce que la charge énorme de bureaucratie, de certification, etc., c'est à la fois hyper pénible et hyper cher. Et donc, il y en a qui ont arrêté d'avoir le label, alors qu'ils continuent d'avoir le fait. En fait, j'aimerais bien faire un résumé et une ouverture de ce dont on a parlé, parce que on n'a pas fini l'histoire, en fait. Parce que l'histoire, en fait, elle s'est pas terminée là. En gros, on était invité à une résidence. Donc une résidence, c'est juste répéter sur plusieurs jours dans un endroit. Faire une résidence devant l'entourage professionnel de ce projet, parce qu'ils avaient un entourage professionnel, ou en tout cas ils nous ont dit qu'ils avaient un entourage professionnel. Leur entourage professionnel était constitué d'une éditrice avec laquelle ils avaient un contrat. Ils avaient signé un contrat et on était censé restituer notre travail de musicien devant cette éditrice et des personnes dans le monde du cinéma, notamment pour faire de la future synchronisation à l'image. Donc c'est l'idée de placer sa musique sur des images type pub, type film, court-métrage, etc. 3 choses auxquelles j'ai immédiatement pensé quand on a découvert le pot de rose. Premièrement, est-ce que cette éditrice, dont c'est le métier de recevoir des morceaux de musique pour exploiter ses œuvres, elle savait que ce qu'elle avait entendu, ce qu'elle avait signé, était généré par IA? Premier cas de figure, elle ne le savait pas, ce qui est gravissime en soi. Comme nous, on ne le savait pas. Elle a été bernée. Deuxième cas de figure, elle le savait,
elle a quand même signé. Troisième cas de figure, ils lui ont dit et ils ont quand même signé. C'est-à-dire voilà, c'est le 2 et le 3 se rejoignent et de la même manière en filant cette question, si on avait joué devant l'entourage du cinéma, est-ce que le réalisateur ou le scénariste ou je ne sais pas quel type d'équipe on allait rencontrer, si on avait dit oui, est-ce qu'ils étaient au courant? Est-ce qu'il n'y a pas une quatrième option, c'est ils s'en fichent? C'est des robots. Pour moi, je mets ça dans 2 et 3 en fait. Ah d'accord. Dans 2 et 3, c'est elle le savait et elle a quand même signé et elle s'en fiche. Et donc nous, bien sûr, on n'était pas dans ce cas de figure, c'est-à-dire que il n'y avait pas un monde où je disais oui à ce projet. Il n'y avait pas, mais ce n'est pas le cas de tous les artistes. Oui. Déjà, pardon. Non, c'est moi. Bah déjà, nous là actuellement dans le milieu de la culture, on rencontre des artistes qui utilisent l'IA générative de manière complètement décomplexée. Voilà, c'est ça, ils s'en fichent quoi, ils font. C'est ça. On rencontre des artistes qui se sentent obligés de l'utiliser pour des questions de productivité, pour des questions de ne pas être évincés sur le marché du travail. Et il y a aussi des artistes qui ne savent même pas, toutes les chaînes de production en fait, qui ne sauront même pas en fait que ce qu'ils reçoivent c'est de l'IA. Donc là, quand tout à l'heure je parlais de musiciens qui vont peut-être recevoir des maquettes de compositeurs sans savoir en fait qu'ils vont être utilisés comme des pantins pour humaniser des compositions générées par IA. On peut aller encore à un niveau plus loin. C'est que à l'ère aujourd'hui de l'autoproduction, ce qu'on appelle l'autoproduction, c'est-à-dire que il y a très peu maintenant de musiciens qui signent avec des labels. Enfin voilà, il y a une sorte de pyramide. Le top de la pyramide, ce que vous voyez dans les Bercy et compagnie, ça représente vraiment un nombre minime de. C'est un musiciens. reliquat du passé, c'est ça que tu dis. Exactement. C'est même pire que ça. C'est que la plupart des artistes qui font Bercy sont des gens qui sont autoproduits. Ils sont issus du rap ou de l'électro ou de la new soul ou de ça. C'est des gens qui sont autoproduits. Mais ça fait déjà 20 ans que c'est le cas. La production, ça n'existe pas. Il reste que les artistes à l'ancienne quoi. À l'ancienne qui sont encore là, mais plus pour très longtemps. Mais ça n'existe plus. Donc à l'ère de l'autoproduction, les artistes ils font tout eux-mêmes. Mais vraiment, hein, nous on côtoie des artistes, ils composent, ils arrangent, ils font eux-mêmes chargés de diffusion, ce qui est notre cas pour notre trio. Eh bien, il n'y a aucun monde là actuellement où on peut retracer le processus créatif d'un artiste. C'est-à-dire que moi maintenant, je suis bloquée. J'accompagne par exemple en tant que pianiste des chanteurs ou des chanteuses. Là, je ne vais plus pouvoir accepter de travailler avec ces chanteurs et ces chanteuses parce qu'ils vont pouvoir, ce que vous dites, ça amène plein de choses. Prompter. Ouais. Ils vont pouvoir prompter leurs morceaux, les reproduire eux-mêmes analogiquement, c'est-à-dire qu'on a une chanteuse qui pourra prompter un morceau de pop très mignon, l'enregistrer elle-même avec sa guitare ou son piano, m'envoyer ça. Et dire voilà, j'ai composé ce morceau et moi je ne pourrais même pas savoir en fait ce qu'elle a utilisé l'IA générative pour composer, donc c'est fini. Juste pour ceux qui connaissent pas, prompter, ça veut dire recopier. Non, prompter, c'est écrire une phrase dans un logiciel pour commander un résultat. Donc par un ordre à l'IA. Donc par exemple, on va utiliser le cas classique, ChatGPT, prompter, ça va être peut-être je vais laisser Patrick notre expert, je sais que t'aimes pas ce terme, notre expert en IA. Non, prompter c'est faire une spécification de ce qu'on veut, c'est une phrase qui dit ce qu'on veut, c'est pas plus compliqué que ça. Donc un prompt, en gros par exemple, ça va être un morceau de pop qui parle d'une belle journée sans nuages. Et là, tu demandes ça. Et là, on a un morceau de pop qui parle d'une belle journée sans nuages. Plus les prompts sont précis, plus l'IA va pouvoir nous fournir un morceau plus précis. Quand Laura m'a fait avaler la petite pilule rouge, on s'est amusé un peu sur justement ces fournisseurs de musique complètement artificielle, et c'est très drôle parce qu'on tape un texte et on dit fais-moi un morceau, une ballade type chanson française avec la voix d'Edith Piaf. Alors moi j'avais demandé Barbara parce que je suis un grand fan de Barbara.
Et voilà. Et puis alors bien sûr, alors là pour une raison que j'ignore, juridique, parce que ça c'est peut-être aussi un truc à soulever. C'était on ne pourra pas vous fournir ça. Par contre, nous vous proposons avec la voix de, c'était quoi? Enfin, d'une autre chanteuse, chanteuse très connue ce qu'il faut française. comprendre, c'est qu'il y a de la protection juridique pour certains artistes. Ouais, c'est ça, c'est très bizarre. C'est-à-dire qu'il y a des trucs qu'on peut utiliser, il y a des trucs. Alors, à l'époque de cette version, mais ça va tellement vite maintenant avec cette accélération. Donc, on a tapé un truc, et je vous jure que la chanson piano-voix était, moi, à mon sens, elle avait tout ce qu'il fallait pour gagner l'Eurovision. C'est-à-dire qu'il y avait même des surprises harmoniques, des ruptures rythmiques, des petites subtilités de vraiment. C'est-à-dire que je pense que, et ça aussi, et il y a encore un autre sujet dont on pourra venir, c'est que un compositeur prenait ce morceau, un vrai compositeur avec des skills de composition et un vrai auteur pouvait en faire un morceau, mais vraiment en changeant quelques trucs à la marge, pouvait en faire un truc qui nous ferait pleurer. Quoi. Vraiment, c'était incroyable. Et même Laura m'avait dit, mais moi j'entends ce morceau à la radio, mais je monte le volume, je le trouve hyper bien le morceau. Ouais, on va en parler de l'effet sur l'auditeur. Juste, je voulais revenir sur ce que tu disais, Laura, parce que ça me paraît très important. C'est dans quel monde cette IA cette IA générative pour créer, elle arrive, c'est dans un monde où il y a eu une désintermédiation. En fait, la société, elle s'est atomisée, les structures se délitent, et du coup, quand tu dis l'artiste, il est autoproduit, il fait tout lui-même, moi, ça me fait penser aux auto-entrepreneurs qui sont tout seuls et qui doivent se défendre, et sur le plan économique, même social. Et du coup, ils sont là, comme tu dis, ils sont soit obligés de l'utiliser, l'IA, soit ils sont contents parce que ça leur permet de gagner un avantage sur leurs voisins, mais c'est vraiment le monde où tout le monde est tout seul en concurrence, et c'est glauque, quoi. C'est glauque parce que ça augmente une productivité, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, et il y a le cas il y a 3 mois, il y avait environ 50, 60 ou 70 000 suivant les chiffres, morceaux d'IA par jour qui apparaissaient. Donc je crois que c'est la majorité des titres qui apparaissent chaque jour sur les plateformes de streaming sont des morceaux créés par l'IA, entre guillemets, donc filigranés, c'est-à-dire reconnus comme IA. On ne parle même pas des morceaux qui ont été faits à l'IA, et parce que c'est déjà le cas. Là, je vous dis déjà à la radio, ils passent des morceaux qui ont été faits par l'IA, personne ne sait. Et oui, il y a deux choses. Effectivement, tu dis personne ne sait, parce que ça, c'est votre discours qui est très perturbant sur, voilà, on peut pas distinguer le vrai du faux. Et d'autre part, il y a ce que vous dites sur, c'est très émouvant quand on écoute un morceau généré avec l'IA, on peut pleurer, on peut trouver ça génial, voilà. Et est-ce que tu veux que je te donne la raison? Ah bah ouais, je veux bien, ouais. Eh bien, parce que je crois que tu voulais parler de droit, et tu voulais parler de légalité. C'est une question super importante. Oui. En fait, la raison pour laquelle tu es ému, et nous pouvons être émus par l'IA, et nous, on n'a pas du tout un discours qui dit qu'on ne peut pas être ému par un robot. C'est même le plus flippant, c'est le contraire. C'est que l'IA générative s'entraîne sur toute la culture humaine disponible. Donc, ce que tu entends qui t'émeut, c'est du travail humain. C'est du travail humain qui a été volé. C'est-à-dire que on a entraîné ces modèles grâce à des êtres humains qui ont passé des années et des années et des années, c'est des millions d'heures de travail, d'années de travail collectives, et qui sont du génie humain, en fait. Donc ce qui t'émeut, c'est le génie humain qui est recraché, pas forcément par la machine. Et moi, ça m'énerve énormément, parce que je ne veux pas être ému par cette machine. Moi, je suis d'accord avec vous. On est tous d'accord là, mais en fait, il y a des gens qui vont te dire, mais n'importe quel artiste, il vole les artistes du passé pour s'inspirer. Et donc là, je vais dire que, en fait, cet argument ne tient pas par rapport à notre discours à nous, dans la mesure où ce qu'on vole, c'est pas l'inspiration. Parce que l'art, c'est pas l'inspiration. L'art, c'est l'artisanat, c'est le travail. Et il y a toute une différence. C'est-à-dire que des idées, tout le monde peut en avoir. Tout le monde peut avoir des idées. Tout le monde peut avoir des idées géniales. Mais ce qui fait un artiste, c'est la capacité à concrétiser cette idée. Et donc, tu vas me dire, j'ai envie de faire un morceau de pop qui parle d'une belle journée sans nuages. Tout le monde peut avoir cette idée. Mais en fait, qui va avoir la force, l'énergie de la concrétiser avec ses outils à disposition? Et c'est ce travail qui est volé. C'est ça, c'est pas l'idée. Exactement la définition de la création qui est importante. Moi, ce qui me semble important de dire, c'est que c'est un peu comme si j'admire, je sais pas, par exemple, la théorie de la relativité d'Einstein.
c'est pas Einstein que j'admire, je m'en fiche de lui. Ce que j'admire, c'est qu'il y a un esprit quelque part qui a réussi à décoder un petit peu, à décrire la nature. Et j'admire c'est métaphysique. J'admire l'existence nulle part de cette loi scientifique, on va dire sous-jacente. Là, c'est métaphysique, mais j'admire aussi le fait qu'il y a un esprit quelque part qui, en basculant sur sa chaise, s'est imaginé c'est quoi la gravité, c'est quoi la chute des corps, c'est quoi, et réinventer ça alors que déjà des tas de penseurs l'avaient fait. Et c'est ça qui est admirable, c'est le travail humain. C'est comme dit, tout le monde a l'idée. On s'endort, on a une idée de scénario de film, on a une idée de bouquin, on a une mélodie qui trotte dans la tête. Mais ce qui est admirable, c'est le mec qui se relève parce que c'est trop fort pour lui. Il se relève et il va noter ou il va au piano. Et le lendemain, il se lève tout excité parce qu'il va faire quelque chose de la mélodie qu'il a eue, de l'idée qu'il a eue. C'est ça qui est beau des idées, comme dit Alexandre Astier. Tout le monde en a. Mais la question, c'est est-ce qu'on les... Moi, ce que j'admire, c'est pourquoi tel batteur a tel son, pourquoi tel pianiste a tel son. Le processus, tout le monde parle du... Moi, je suis batteur. Tout le monde admire le son de batterie de Joe Bonham sur Led Zeppelin, je sais pas quoi. Pourquoi il a ce son de batterie et pourquoi tout le monde a samplé ce son de grosse caisse? Parce qu'il était pas content de la batterie et qu'il a demandé à se faire livrer une autre batterie. En attendant, ils l'ont monté en bas d'une mezzanine, même pas dans le studio. Il est allé jouer dessus et là, l'ingé son qui passait par la balustrade s'est dit je vais mettre les micros là. Et c'est le plus beau son de batterie que tout le monde reconnaîtra, que tout le monde veut ce son de batterie, et c'est le hasard et le travail et des années de skills travaillés, artisanaux, qui ont fait ça. Et après, on peut écouter Tears for Fears, et le premier sample qu'est sur je sais plus quelle machine, ils ont samplé le son de grosse caisse, c'est ce son de Bonham, de ce truc-là. Donc c'est ça la création humaine pour moi. Super. Ça donne le frisson ce que tu dis, en plus ça permet d'avancer dans la définition de l'art par rapport à la technique. Et on va bientôt admirer le morceau que vous avez Non, je veux faire mieux que ça. J'ai pas envie de vous montrer des morceaux que j'ai générés moi-même. Je veux juste vous montrer comment ça fonctionne. Donnez-moi un prompt, c'est-à-dire donc une commande, et on va voir ce que l'IA génère. Je sais pas. Alors Maria, tu viens d'arriver, t'as peut-être une idée géniale. Non, Non. Quand tu dis un prompt, c'est une idée ou c'est juste un thème Une idée. Donne-moi un style. Oui. Alors, allez, une image Essaouira, la fête du trône, et les femmes en train de danser sur la scène. Il faut que ce soit une idée de morceau. Non, faut une idée de morceau. Un style, un genre, avec peut-être des paroles, une voix féminine, une voix masculine. Enfin, imaginez un morceau que vous aimeriez vous écouter là aujourd'hui. Moi personnellement, je suis contre l'usage de l'IA. je m'oppose. Et il y a une intervention en studio. Vous m'entendez? Oui, vas-y, Adrien. C'est Adrien. En fait, Laura, on te croit. D'accord, ça marche. Pas besoin de faire de démonstration. On vous croit, vous êtes des êtres humains en face de nous. Et on vous croit, et en fait, on est arrivé un peu plus loin de la moitié, et nous, on a envie d'écouter de la musique. Oui, on a envie d'admirer. Une petite pause. Si ça vous dérange pause pas. Musicale. Bien, allons-y alors. Merci. Ok, on y va. Tu présentes cette IP. Oui. Alors, Laura, ce que vous avez fait, et David. Alors, si je ne me trompe pas, tu vas diffuser notre morceau Solastalgie, qui est un des premiers morceaux d'LDG. Et non, je vais laisser David décrire ce que c'est la solastalgie, parce que j'aime bien comment tu décris. Non, mais c'était un mot. La solastalgie, c'est la nostalgie par avance. C'est on admire quelque chose de la nature ou ce qu'on veut, et puis on l'admire en sachant qu'il va disparaître, quoi. C'est ça la solastalgie. On l'utilise beaucoup pour la nature, notamment d'un point de vue écologique. Donc nous, c'est un morceau de Laura que je trouve très beau, et puis voilà, on a choisi ce nom-là, Solastalgie. Super.
musiciens, voilà, merci beaucoup pour cette écoute. Comme on est tous un petit peu musiciens autour de la table, là, on peut donner nos réactions. Blaise, t'as beaucoup apprécié? Moi, j'ai beaucoup apprécié, puis j'imaginais aussi 2 corps enlacés, et puis j'aimais beaucoup d'amour, et c'est magnifique, et ça me transporte. Voilà. Émotion. Bah ouais, moi aussi. Excuse-moi, Maria. Ouais. Moi, je veux réagir à ton exemple de solastalgie. Attends, mais pour moi, la solastalgie, il y a une idée de douceur, de paix intérieure, et ton exemple d'écologie. J'accepte pas du tout moi les catastrophes écologiques à venir. Donc, j'ai un exemple par contre de ce que tu dis. Solastalgie, ce serait d'accepter la mort d'un être cher, son père, sa mère. Et là, tu le vois avec douceur. Il y a de la souffrance et de la douceur. On sait que ça va arriver, donc c'est dur, mais on accepte. Alors que la crise écologique de demain, c'est rage. Peut-être que je me suis mal exprimé. C'est un exemple. Non, c'est juste qu'il me semble que la solastalgie, c'est vraiment la nostalgie par avance. C'est-à-dire, c'est le fait de savoir qu'on va perdre quelque chose, de l'admirer, mais en même temps d'être triste parce qu'on sait que ça va disparaître. C'est regarder un paysage en se disant, à cause du réchauffement climatique, cette forêt est en train de mourir, dans 20 ans, elle n'existe plus. C'est ça la solastalgie. Et ouais, mais donc toi tu parles de tristesse, moi j'ai rage qui vient. Oui. Après, là c'est des réactions humaines. Alors que mon père il va partir, c'est de la tristesse, mais c'est pas de la rage. Oui. Oui. C'est vrai que dans la solastalgie, il n'y a pas trop cette notion de colère et de rage, c'est vraiment plutôt la mélancolie. Je pense, la tristesse, ouais. Presque un deuil anticipé. Moi, c'est comme ça que non, mais vraiment, moi, c'est comme ça que je vois, et je trouve que ça, comment dire, ça correspond beaucoup à notre thème, on va dire, sur l'intelligence artificielle, on va dire, générative. C'est que, là, actuellement, Davy et moi-même, et on peut peut-être faire la transition avec le collectif, c'est que on est en train de voir notre monde s'effondrer, s'effriter. On le ressent au plus profond de notre chair. Ce n'est pas le cas de beaucoup de gens autour de nous. Donc on est, comme disait David, un peu dans la matrice en ce moment, où on se sent très seul. On se sent très seul parce que à cause de ce qu'on a vécu en février et tout ce que ça sous-entend, pas seulement dans le domaine artistique, mais pour nos sociétés, on est en train de comprendre que le monde dans lequel on vit est complètement, déjà presque obsolète, en fait. Alors moi, c'est pas comme ça. Moi, ma position, elle est sceptique. Sceptique, ça veut dire que le monde n'est pas écrit, que le monde dans lequel on vit, il est infiniment fragile, que quelques grains de sable, bien ou mal placés, selon, ça peut le faire dérailler et laisser la porte ouverte à un autre monde. Donc nous, on essaie à la fois ces grains de sable, mais aussi, il faut 2 choses. Il faut la graine. Et ce morceau-là, ça fait partie de la graine. Voilà. Là, tu parles en tant que réveilleur, c'est ça. Merci pour cette espérance. Moi, je suis très touchée par ce que vous dites. Je suis un peu plus âgée et je me reconnais dans vous il y a 15 ans, quoi. Aussi un réveil vers la trentaine. Enfin, je pense, voilà, c'est votre âge. Bon, alors personnellement, j'ai eu mes enfants à cet âge-là, donc je me suis dit waouh, ça va être compliqué. Et puis le regret d'avance, je le ressens pour en fait l'aspect paisible des relations qu'on a encore aujourd'hui. Quand je marche dans la rue, je me dis quelle paix. Et combien de temps ça va durer? Voilà. Je voudrais revenir sur les héros qu'on mentionnait tout à l'heure, celui qui a produit le son de la batterie de Led Zepp. Mon premier album que j'ai eu, c'était pour une boom, c'était pour mon anniversaire, c'était Led Zepp 2. Donc j'étais bien parti. On parlait aussi de Einstein, mais je pense qu'il y a une autre façon de voir ça, c'est le collectif. C'est-à-dire que Einstein n'existerait pas sans Niels Bohr, etc., etc. Les découvertes dans la science, elles sont concomitantes à plusieurs endroits. Le jeu maintenant, c'est d'être le premier pour avoir le prix Nobel. Donc c'est complètement taré. Et c'est ma façon de voir moi ce que j'appelle des robots. Tout ça, c'est des robots. C'est une sorte d'espèce qui n'est pas vivante, mais qui est animée, et en fait qui nous parasite.
Et donc ça peut parasiter individuellement, mais en fait ça nous parasite de plus en plus collectivement. Et ces machines qui font de la musique, ça nous parasite collectivement. Ça aspire tout ce qu'on a produit et ça recrache son truc en nous imitant. Et donc il faut jamais lâcher l'affaire sur ce côté collectif. Et c'est quasiment, on arrive à l'affrontement de deux. On manque du mot pour décrire l'ensemble des machines. On n'a pas ce mot. Nous, c'est le vivant. Et les machines, c'est, on pourrait dire, le mécanique, mais aussi l'électronique. Et c'est là des artefacts. En fait, si on reprend la terminologie comme grecque. On a la faune, on a la flore, on devrait peut-être avoir un mot pour l'artificiel. Oui, mais ça se compare pas à ça. C'est au niveau du vivant. Oui. C'est animé et non vivant. Et en fait, si j'avais demandé à une copine, une philosophe, elle est très très douée sur la Grèce, et elle m'avait proposé métabios, c'est-à-dire l'espèce qui imite le vivant, étymologiquement. Voilà. Je voudrais qu'on revienne à la définition de la création. Tout à l'heure, on disait que c'était le fait d'un être vivant, parce que il avait des émotions, il faisait ressentir des émotions. Et moi, j'ai l'impression que c'est aussi le fait d'un être vivant, parce que en fait, il a une expérience, c'est-à-dire qu'il n'est pas le même au début à la fin. Contrairement, alors peut-être, je sais pas, Patrick, je suis pas spécialiste, mais contrairement à une machine, on n'est pas au même état. On garde pas notre état. Enfin, on a une histoire. Enfin, c'est ce que j'essaye de dire. C'est cette histoire qui nous fait créer des choses. Voilà. Moi, je me permets, quand j'écoute le morceau, je ressens beaucoup d'émotions et j'entends le dialogue entre les instruments, et j'ai l'impression que ça évolue de l'un à l'autre et que ça bouge, et c'est ça que j'ai trouvé magnifique. Mais est-ce que l'intelligence artificielle, elle peut créer un morceau comme ça? Alors, en vrai, elle peut imiter ça, et donc elle va recracher des choses qui ressemblent à ça, et donc le profane pourra pas faire la différence, on pourra pas savoir. Mais par exemple, quand il y a deux musiciens de jazz qui jouent ensemble, il y a ce qu'on appelle l'interplay, c'est-à-dire la réaction de l'un par rapport à l'autre au moment donné. Ça, c'est quelque chose qui existe dans le live comme les enregistrements. Mais on peut imiter l'interplay quand même, puisque c'est une donnée. Et l'IA, elle va reproduire cette donnée-là. On peut se faire avoir par un solo de jazz. C'est arrivé à Laura, elle était au restaurant il y a pas longtemps. Elle a entendu une musique, il y avait un super chorus de piano, je sais pas quoi. Elle a essayé de chasamer le morceau, parce que c'est vachement bien, malgré qu'elle savait tout ça. Et en fait, le truc introuvable, elle a demandé au manager du restaurant, il dit « Ah non, mais c'est une playlist IA ». Et moi, ça m'est arrivé 2 fois, à une soirée chez un ami où tout à coup j'entends la musique, je fais « Mais qu'est-ce que c'est que ces titres ? On croirait du AC/DC ou… » Ça ressemblait, et puis en fait je regarde, c'est classique rock machin, c'était du faux AC/DC, du faux Guns N' Roses, du faux, donc c'était vraiment le métal années 80 dans le style, et je me suis dit c'est peut-être une compilation de phase B, et ça ressemblait vraiment. Il y avait du Steppenwolf, du machin, mais vraiment c'était incroyable. Et je me suis dit, et moi j'étais dans la soirée, j'étais tout seul, tout à coup je m'arrête et je regarde les gens, je fais c'est de l'IA là qui est en train de passer, et tout le monde s'en fichait. Et une dernière anecdote, je me remets au skate à 45 ans, c'est pas la meilleure idée que j'ai eue, mais je me remets au skate. Dans le skatepark, il y a des gens qui viennent avec des grosses enceintes pour diffuser du son. Et l'autre jour, j'ai passé 20 minutes à me dire, mais là, ce qu'on écoute, c'est de l'IA ou c'est du vrai? Parce que ça fait des choses tellement bien, et c'était un truc néo-soul, voilà. Et j'ai demandé, ça a été difficile parce que j'ai dû aller voir la personne qui streamait, qui mettait son portable, et je dis, mais vérifie quand même que c'est pas de l'IA. Voilà. Et du coup, c'est quelque chose qui est terrible parce qu'on se retrouve un peu seul avec des gens qui comprennent pas. C'est pour ça que là, qu'est-ce que l'art, tout ça, c'est très compliqué. Le problème, c'est que tout va trop vite parce qu'il faut du temps de réflexion pour essayer de comprendre ce qu'est l'art, ce qu'est la création. Et là, on est un peu poussé dans nos retranchements. C'est-à-dire que nous, ça fait 3 mois qu'on réfléchit H24 à c'est quoi la création. Enfin, ça fait 45 ans pour moi. Mais là, en 3 mois, on doit se poser des questions. Tout à coup, il faut y répondre, quoi. Oui, merci d'amener ça. Qu'est-ce qu'on peut faire justement? Vous proposez plutôt une initiative, c'est de convoquer une convention citoyenne, et pour cela il faut rassembler un certain nombre de signatures sur le site du Conseil économique, social et environnemental où vous avez déposé une pétition. Alors, pourquoi j'ai créé le collectif Réveillons-nous? J'ai créé le collectif Réveillons-nous car en février, quand on s'est pris ce mur de la technologie dans la gueule, j'ai envoyé un mail à tous
mes contacts dans la culture un mail intitulé « Réveillons-nous » qui décrivait ce qui nous était arrivé. Et en fait, en réponse à ce mail, je me suis rendu compte que la culture seule n'était pas touchée. C'était aussi des journalistes, des enseignants, des scientifiques. C'est là où je me suis dit, peut-être qu'il faut que je m'intéresse plus à ce que c'est l'intelligence artificielle, et que c'est pas seulement Suno et compagnie. Et en me renseignant pendant 1 mois presque non-stop, en écoutant notamment les pionniers de l'intelligence artificielle générative, Yoshua Bengio, Jeffrey Hinton, qui sont des prix Nobel, des prix Turing, je me suis rendu compte que non, là, on est face à un danger civilisationnel, que on n'est pas seulement sur la question de la perte de la culture, on est aussi sur la question de la perte d'emploi, des conséquences économiques, on est sur, pour être tout à fait explicite, une course à l'armement. C'est la raison pour laquelle les IA actuellement on investit des centaines de milliards dans l'IA. J'ai découvert tout ça et je me suis rendu compte que non, il y avait urgence d'agir. J'ai créé le collectif, on a mis en ligne cette pétition pour une convention citoyenne sur l'intelligence artificielle. Pourquoi une convention citoyenne ? Pour l'instant, nous n'avons pas le choix. C'est-à-dire qu'on nous impose cette technologie sans notre consentement et en plus sans être éclairé sur ce qu'elle y a, ce qu'elle fait, ses tenants et aboutissants, on va dire. Je me sens toute seule là actuellement. Actuellement, je me suis renseignée pendant 1 mois, mais le français moyen, la française moyenne ne sait pas ce qui est en train de se passer actuellement. Donc il y a une nécessité absolue d'être informé sur le sujet et une convention citoyenne est le cadre pour être informé sur ce sujet. D'accord. Où ce sont des citoyens en gros qui sont tirés au sort et ils sont informés auprès de scientifiques et des associations expertes, on va dire. Alors il n'aime pas ce mot Patrick, mais des associations mobilisées sur le terrain. Sur des sujets précis. Il y a plusieurs sessions de travail et à la fin de ces sessions de travail, il y a un rapport qui est émis pour proposer, délibérer concrètement sur qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer la situation et des recommandations auprès du gouvernement et aussi ce rapport il est public, c'est-à-dire que tout le monde peut y accéder. D'accord. Et là, on l'a déposé sur le CESE, donc c'est le Conseil économique, social et environnemental et il est chargé d'organiser ces conventions citoyennes. Ok. Pour l'instant, il y en a eu 3, celle sur le climat, celle sur la fin de vie, et là tout récemment celle sur le temps le temps de l'enfant. Ok, temps de l'enfant. Tout ça pour dire que si on l'a mise sur le CESE, c'est parce que contrairement à d'autres plateformes comme Change.org, à partir du seuil des 150 000 signatures, le CESE est obligé de se saisir du sujet. Ok. C'est-à-dire qu'il y avait, juste pour nous, il y avait cette dimension aussi, outil démocratie participative directe, qui nous semble très sous-utilisé. On se dit, voilà, c'est dommage, il y a cet outil. Il oblige légalement l'État à certaines responsabilités. Donc, peu de gens connaissent ce truc-là. Je pense qu'il faut l'utiliser. Voilà, c'est un peu double emploi, quoi. Okay. C'est à la fois le CESE. Justement, Maria, tu m'as dit avant l'émission que tu allais voir sur le site du CESE. Est-ce que ça va? C'est trouvable facilement? Mon téléphone est trop obsolète pour charger. Une bonne technologie. Je me suis heurté à un mur. Mince. Non, j'ai vu qu'il y était. Ouais. Ok. Donc bon, il faut utiliser un ordinateur du coup, vieux téléphone. Et pour une association technocritique, c'est peut-être un peu compliqué, mais oui, mais il faut ce qu'il faut. Hein. Mais malheureusement, il faut se connecter avec France Connect, donc ça prend un petit peu de temps. Mais comme c'est le moment de la déclaration d'impôt où tout le monde se connecte sur France Connect, il y a encore des guichets, il paraît, pour ceux qui n'ont pas oui, le web. Mais en tout cas, la plupart des gens maintenant le font par France Connect, c'est assez compliqué. Et une fois qu'on est connecté à France Connect, et hop, on va sur le site du CESE et là, on peut signer. Aucun moyen de se passer de France Connect. Il y a une alternative. Il y a une alternative. On peut se créer un compte CESE. Donc on se crée le compte et après on signe la pétition. C'est pas très compliqué en réalité, c'est comme faut inscrire nom, prénom, adresse. En fait, la raison forcément pour laquelle on est obligé de faire tout ça, c'est parce que c'est une plateforme gouvernementale, c'est une plateforme officielle et ils doivent s'assurer de l'identité réelle des signataires. Ça aurait été encore mieux un guichet où on peut juste montrer qui on est, mais bon, voilà, c'est comme ça et on fait ce qu'on peut. Oui, donc il nous reste peu de temps, on va peut-être avoir les annonces des prochains événements. De la part de Olivier. Oui, bonjour.
Alors la première, c'est il va y avoir les 13e journées d'études d'arrêt du nucléaire, les 3, 4 et 5 juillet à Fromental, par le collectif Arrêt du nucléaire. La deuxième annonce est la suivante. L'Institut Momentum organise le 19 juin de 15h à 18h au 38 rue Saint-Sabin avec Anna Lombert une conférence intitulée « Intelligence artificielle et démocratie numérique ». Anna Lombert dit des choses très intéressantes, hein, c'est vraiment, ça vaut le coup. Troisième annonce, dans le cadre du séminaire de Christopher Pollmann, le 9 juin 2026, sur l'enseignement informatisé, l'éducation réduite au dressage, avec Amélie Hart, Maison Sugère, de 18h à 20h. J'insiste sur le fait que l'aspect dressage, vous avez employé tout à l'heure l'expression de apprentissage. Il ne s'agit pas d'un apprentissage par l'IA, il s'agit d'un conditionnement. Surtout que moi je suis globalement enseignant et en tant qu'enseignant, je ne fais pas de conditionnement de mes élèves, je fais plutôt de l'apprentissage. D'accord. Ok, en tout cas, ces sujets sont vraiment passionnants et très compliqués. Enfin, ça vaudrait le coup de faire d'autres émissions là-dessus. Là, on l'avait fait porter sur la musique, mais il y a plein de domaines de la création qui sont concernés. Et puis, on n'a toujours pas trop réussi à parler de droit, alors que c'est une technique, franchement, pas du tout neutre, le droit. Et c'est là où se trouvent pas mal de rapports de pouvoir. Donc, il faudrait qu'on fasse toute une émission là-dessus. Voilà. Je sais pas combien de temps il nous reste, encore 2 minutes ou 1 minute si on veut ajouter un mot de la fin. J'aimerais lire une citation de Camus à laquelle je tiens beaucoup en ce moment et qui permet de garder un peu un ancrage sur ma santé mentale. Camus, Discours de Suède, 1957, quand il a gagné le prix Nobel de littérature. Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. Mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde ne se défasse. Voilà, donc réveillons-nous, pour moi, ça correspond à ça, pour moi. Merci beaucoup. Défendre le monde, c'est aussi important que défendre l'art.